Ce jeudi 29 août, la NASA tentait une première fois de lancer son lanceur lourd SLS, et ce pour la mission lunaire sans équipage Artemis 1. Mais malheureusement, tout n'allait pas se passer comme prévu. Une valve refusant de se comporter correctement et empêchant la mise en température du moteur RS-25 numéro 3 allait provoquer un report du décollage. Au final, on allait apprendre ce vendredi qu'il s'agissait seulement d'un capteur de température défectueux et que, même si les feux étaient ouverts, la NASA allait opter pour un report par mesure de sécurité. Et ceci soulève une question. Peut-on dire que le programme Artemis est un fiasco comparé à la terrible efficacité de l'agence spatiale lors du programme Apollo? Artemis est-il vraiment un programme coûteux, lent et voué à s'enliser? Et surtout, jusqu'où peut-on le comparer à Apollo? C'est à tout ça que je vous propose de tenter de répondre aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous donner rendez-vous juste après vous avoir invité à vous abonner et juste après le générique pour une nouvelle dose d'espace. Avant de pleinement commencer cet épisode, j'aimerais vous inviter à regarder, après celui-ci, celui qui était dédié à refaire Apollo et pourquoi c'est impossible. Il n'est pas du tout essentiel de le regarder pour comprendre cet épisode, mais il est plutôt un bonus, un complément qui peut vous aider à approfondir certains points et qu'il était intéressant de vous recommander. Bref. On fait, souvent, remonter les origines du programme Artemis au début du programme Constellation, donnant ainsi au programme lunaire une vingtaine d'années d'existence. Alors, je tiens à le dire tout de suite, c'est parfaitement exact. Mais, les prémices du programme Artemis, comme la capsule Orion ou l'Ares 5 qui évolua en SLS, remontent bien au début des années 2000. Mais entre l'annulation de Constellation, la refonte de l'Ares 5 devenue SLS et une longue période sans objectif clair, cette période a contribué à énormément rallonger les délais. Et en face de ça, on a le programme Apollo, programme auquel il n'aura fallu que 6 ans pour que son lanceur phare, la célèbre Saturne V, ne passe du papier au pas de tir. En tout, entre le début du programme sous le mandat du président Eisenhower en 1960 et le premier vol d'une Saturne V complète avec son module lunaire pour la mission Apollo 9 en mai 1969, il faut compter à peine 9 ans. Si on se surprend à comparer les délais entre Apollo et Artemis, il faut reconnaître que la balance ne penche pas clairement en faveur du nouveau programme. Mais du coup, justement, pourquoi une telle différence entre l'efficacité d'Apollo et la relative, et je tiens vraiment à insister sur relative, lenteur d'Artemis? Eh bien, j'y arrive. Déjà, il ne faut pas se le cacher, le contexte politique est drastiquement différent à l'époque d'Apollo. Je ne vous apprends probablement rien en le disant, mais à l'époque, la toute jeune agence spatiale américaine et de façon générale le gouvernement américain étaient sous une pression énorme. La guerre froide battait en effet son plein et les tensions entre les blocs soviétiques et américains étaient cristallisées autour de la course à l'espace et donc à la Lune. Car quoi qu'on en pense, à travers notamment la fusée N1, l'URSS se rapprochait aussi progressivement du sol de notre satellite. Et cette course à mener, aux États-Unis comme en URSS, a un besoin d'aller vite, très vite. Bon, je résume très grossièrement la chose, mais la stratégie choisie à l'époque est de tester chaque partie du matériel, atterrisseur, Saturne V et j'en passe, séparément. Pour ça, le lanceur plus léger Saturne 1,
capable de placer 9 tonnes en orbite basse, fut un atout crucial pour les débuts du programme Apollo. Sauf que là aussi, il y a une très grosse subtilité. La Saturne 1, contrairement à la 5, n'a pas été pensée lors des débuts d'Apollo. Lors de la création de la NASA, en juillet 1958, le projet de Saturne 1 est déjà étudié depuis près d'1 an, tout comme les mythiques moteurs RL-10, dont les origines remontent à des travaux de l'ingénieur allemand Kraft Heinrich, travaux datant de 1956. Or, ces moteurs sont justement les moteurs qui propulsent les deuxième et troisième étages des Saturne V, dans une version dérivée, les J2, et sont parmi les éléments les plus importants du lanceur lunaire. Ils ont d'ailleurs eu aussi une glorieuse carrière qui continue encore aujourd'hui sur des lanceurs comme Delta. C'est d'ailleurs une de leurs descendances, les RL-10B2, qui propulsent le second étage du SLS, l'ICPS. Ainsi, ce n'est pas 6 ans qu'il faut compter, mais près de 13 entre les premières bases des moteurs et Apollo 9. Et ce n'est pas le seul élément à prendre en compte. Car à l'époque, c'est triste à dire, mais la sécurité des astronautes n'était pas aussi bien garantie que maintenant. Nous sommes encore au début de l'ère spatiale. Beaucoup de systèmes automatiques n'existent pas, beaucoup de protocoles de sécurité doivent être inventés, et, de façon générale, la sécurité n'était pas toujours optimale. C'est triste à dire, mais Apollo 1 et le décès de 3 astronautes dans l'incendie de leur capsule lors d'un simple essai au sol en est le parfait exemple. Alors, bien évidemment, je ne dis pas non plus que la sécurité des astronautes n'était pas prise en compte. Mais à l'époque, l'absence d'automatisation n'aidant pas, les protocoles, façons de faire et mentalités étaient tout simplement différentes. De plus, et malgré des essais au sol assez diversifiés, de nombreux incidents auront lieu tout le long du chemin des missions Apollo, comme l'effet Pogo par exemple, un effet d'oscillation longitudinale pouvant entraîner la perte d'un lanceur qui, pendant Apollo 6, mission à vide, fit frôler la catastrophe avant d'être résolue par après. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que la sécurité des astronautes n'était pas prise en compte ou considérée, loin de là, très loin de là même. Mais, comme je le disais, les standards de l'époque étaient ce qu'ils étaient et ne collent, tout simplement, plus avec notre monde actuel. Enfin, un autre argument à prendre en compte, c'est le budget. À terme, le budget estimé pour Artemis tourne autour des 90 milliards de dollars, contre 25,8 pour Apollo. Alors, le budget actuel peut sembler énormément supérieur à Apollo, mais c'est l'inverse. Car si l'on ne prend pas en compte l'inflation, les chiffres que je viens d'avancer ne valent pas grand-chose. Et si on la prend en compte, on en arrive à un étourdissant 257 milliards de dollars de budget, soit près de 2,5 fois Artemis. Alors bien sûr, entre-temps, le programme spatial a mûri, gagné en expérience, et certaines origines d'Artemis sont plus anciennes, comme par exemple les moteurs RS-25 qui propulsent le premier étage du SLS et sont directement des moteurs de navette adaptés, améliorés et remis à neuf. Mais quoi qu'on en pense, la pression politique elle aussi a chuté, et avec elle la motivation des gouvernements d'investir des sommes colossales. Bien sûr, on sent bien par moments des odeurs de guerre froide, avec des pays communistes, Chine en tête, mais la situation est loin d'être la même. Là où Apollo était surtout là pour montrer qui a la plus grosse fusée et tire le plus loin et le plus vite, Artemis, lui, se veut un programme beaucoup plus scientifique et ancré dans le long terme, faisant la part belle aux collaborations avec d'autres agences et le secteur privé. Jeter la pierre à Artemis serait simple, mais aussi un peu de la mauvaise foi. Si l'on peut bien sûr critiquer quelques retards pour le vol du SLS, il faut savoir que la liste des retards sur Apollo dû à des problèmes de dernière minute était aussi souvent très jolie. Par exemple, même si Apollo 4, le premier vol d'une Saturne V, décolla comme prévu,
Avec une seule seconde de retard, les équipes au sol durent faire face à des fuites sur un des bras de la tour de lancement, une fausse alarme dans cette même tour, une pompe à oxygène défectueuse dans le 3e étage, un problème de régulateur d'oxygène dans le second, et je ne vous donne là qu'une petite partie. De façon générale, chaque nouveau lanceur a ses petits pépins, en témoigne la Falcon 1 ou plus récemment, les premiers Starships de SpaceX. Et après tout, ne pas assister à un feu d'artifice sur le pas de tir est déjà un excellent point. Notez d'ailleurs que je prends des risques en disant ceci, puisque à l'heure où je tourne cet épisode, il doit sortir 1 heure seulement avant le lancement. En résumé, critiquer Artemis est assez simple, mais si on prend en compte la réalité du terrain et la réalité financière qui est tout autre, le programme est loin, très loin du fiasco. N'oublions tout de même pas que l'on parle ici de lanceurs et capsules lunaires dédiés aux missions habitées, et que face à ça, même des compagnies comme SpaceX ont mis de nombreuses années, parfois avec des échecs brutaux, avant d'emmener des humains sur la seule orbite basse. Bien sûr, le budget de SpaceX pour développer une capsule comme Dragon était tout autre, mais les objectifs de la capsule et les besoins pour les lancer l'étaient aussi. Mais bon, là je sors un peu du sujet, et pour ce soir, le sort en est jeté. Je ne peux donc que vous donner rendez-vous en live pour suivre ce lancement. On y répondra bien sûr à vos questions, en plus de profiter du décollage. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.